Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Caroline. Alors nous voici pour Salut. ce nouveau podcast, donc pour le mois de novembre. Et en fait, pour cet épisode, on avait pensé d'en parler de deux aspects importants. Hein. C'est vrai, il y a pas mal de choses qui vont se passer pendant le mois, mais la rétrogradation de Mars, qui a commencé à la fin octobre, le 30 octobre. Et puis, sur l'éclipse, pleine lune éclipse lunaire du 8 novembre, à midi d'ailleurs. Donc voilà, on va faire un petit peu, on va en parler de ces deux aspects. Et on va donc commencer, oui, par la rétrogradation de Mars, qui donc est une rétrogradation qui a commencé le 30 octobre et qui sera terminée le 12-13 janvier. 12 janvier. Voilà, une rétrogradation de 75 jours dans le signe des Gémeaux. Mars va rétrograder entre le 25e degré et le 8e degré. Voilà. Presque tout le Gémeaux, quoi. Presque tous les Gémeaux. Et c'est intéressant parce que la dernière fois, j'avais vu ça l'autre jour, c'est que la dernière fois qu'il y a eu une rétrogradation ici en Gémeaux, pas totalement en Gémeaux, puisqu'elle avait commencé d'abord en Cancer, c'était à la fin 2007, de novembre 2007 à janvier 2008. Et c'était vraiment les derniers degrés du Gémeaux. C'était entre le degré 24 et 29. Donc là, on revient de nouveau 15 ans après sur une rétrogradation en Gémeaux. Qu'est-ce que cela t'inspire ? Non, ça, je me rappelle où j'étais en 2007-2008. Tu sais, j'étais au aussi, c'est dingue. Dans un pays super violent. Ah oui, c'est dingue. Oui, je travaillais à l'ambassade, j'organisais les événements culturels. Et c'est marrant parce que Mars, c'est ma maison 5 en Gémeaux. Donc, ça me fait penser. Justement, j'étais toujours invitée, j'arrêtais pas, tu sais. Comme actuellement aussi, cette impression. C'est marrant, hein. Tu sais, Mars, pour moi, Gémeaux en maison 5, donc c'est les enfants. Et l'école de ma fille, c'est super loin. Donc, je suis tout le temps, en fait, à faire des allers-retours comme ça depuis... Il y a beaucoup de déplacements. Mars est en Gémeaux, et, voilà, beaucoup en rétrogradation. Moi, ça m'inspire... je me dis déjà, ça va être un peu long. Hein, donc, je pense qu'il faut qu'on s'y habitue. Surtout que ça m'inspire. Surtout que Mars est en Gémeaux déjà depuis le mois d'août. Voilà, c'est ça. Jusqu'au mois de mars 2023. Oui, c'est un peu comme quand Mars était en Bélier, tu sais, où ça avait duré très longtemps pendant la période du Covid, où il y avait de l'inflammation, là, en 2020. C'était... moi, ça m'inspirait beaucoup, ça me renvoyait beaucoup, tu sais, au symbole du Gémeaux, en fait. Hier, c'est ce qui me venait, je ne sais plus, le Gémeaux étant aussi ces deux piliers initiatiques, c'est aussi les mythes du Gémeaux qui sont liés à Castor et Pollux, à toutes les paires de jumeaux, Rémus et Rémulus, où il y a souvent un jumeau humain et un jumeau divin, Caïn et Abel. Et je me disais, finalement, dans le signe du Gémeaux, on est quand même encore dans le domaine de Mercure, dans le domaine du trickster, qui est aussi ce passager entre les mondes. Alors, on parle souvent de Mercure rétrograde, et d'habitude, c'est notre mental. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose, je trouve, dans l'action, comment on va motiver nos actions, qui va nous demander d'aller chercher quelque chose de plus profond, en fait. Même si d'habitude, le Gémeaux est léger, et je le fais aussi, qui est assez carré à Neptune, je me dis on va être obligé d'aller chercher une action inspirée, mais sans doute le défi de Mars en Gémeaux, ça va être se sentir qu'on est dispersé, sentir aussi Mars en Gémeaux, forcément que ça accélère aussi quand même le domaine de la pensée, donc ça peut accélérer la confusion, ça peut accélérer la sensation de dispersion. Mais je me dis peut-être aussi Mars en Gémeaux, il peut peut-être nous permettre de nous mettre en mouvement exploratoire pour relier certaines parties de nous-mêmes, puisque finalement l'initiation du Gémeaux, c'est bien relier les opposés. Hein. Mais dans un premier temps, on va croire qu'on doit choisir et qu'on doit se polariser et que c'est ça ou ça, que c'est cette personne ou cette autre personne, ce job ou cet autre job. Donc je pense qu'il va nous mettre beaucoup face à la dualité en fait. Mais oui, à la polarisation, les pôles, choisir ce camp ou l'autre et si t'es pas mon ami, t'es mon ennemi, enfin quelque chose de cet ordre-là, oui. Puis les couples, comme tu dis, Castor Pollux, Cain Abel, et d'ailleurs Héphaïstos et Arès, puisque ils étaient frères aussi, et qui ont partagé la même femme. Amante. Donc, la même enfin, amante. La même femme, oui. Oui, le lait et le beau,
Enfin, Exact. Et je ne sais pas c'est si vrai. Arès était beau, mais si. Hein. Oui, je pense, oui. Devait y avoir quelque chose de comme ça, de héroïque chez lui. Ouais. Et donc, quelque part, peut-être c'est ça aussi, peut-être c'est ce regard entre ces parties de nous qui sont un peu héroïques et celles qui sont tout le contraire de ça, et se confronter à cette dualité-là aussi. Oui, oui, qu'est-ce qui chez nous est motivé finalement par la dispersion, l'éparpillement, générer plus de dualité, générer plus de conflits, ou qu'est-ce qui chez nous motive notre action et finalement qui sait prendre avec légèreté les choses, faire l'expérience, mais qui sait aussi qu'il y a une sagesse, tu vois, dans justement, dans pas prendre dramatiquement les choses. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, ces deux visages du guerrier en fait. Ces deux visages-là, et puis peut-être aussi même oui, c'est ce regard aussi de qu'est-ce que nous renvoie l'extérieur de nous-mêmes en fait, et c'est partie de nous qu'on n'accepte pas, surtout qu'on est dans la saison. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, regarde, la rétrogradation de Mars commence à la saison du Scorpion, et Mars ne sortira de Gémeaux que après l'entrée du Soleil en Bélier. C'est intéressant. Donc, c'est comme si ces deux signes qu'il gouverne, Mars, Bélier et Scorpion, il y a quelque chose de l'ordre de... oui, ça commence dans la saison du Scorpion, d'aller dans nos profondeurs, d'aller confronter l'ombre en nous, et puis après, Mars ne pourra sortir du Gémeaux qu'une fois qu'il sera dans sa saison, qu'on sera dans la saison du Bélier. Oui, c'est intéressant, comme s'il devait sortir, parce que c'était Éric Béru qui disait ça, Mars en Scorpion, c'est vraiment le guerrier des profondeurs, tu sais, qui est en terre humide, alors que le Mars qui régit le Bélier est en terre sèche. Hein, et en terre humide, on lutte contre les monstres, on lutte contre le dragon, on lutte contre quelque chose qui nous dévore, en fait, aussi. Oui, et en terre sèche, c'était dans l'inconscient. Pareil, de toute façon, on va aussi lutter contre ce qui nous assèche et qui assèche l'amour en nous aussi. Il a toujours quelque chose avec laquelle il doit se confronter. Et peut-être que oui, ces couples de frères. D'ailleurs, j'entends beaucoup parler des personnes qui ont beaucoup d'énergie du Gémeaux, souvent soleil ou ascendant, je dirais même presque. C'est souvent dans ce cas-là que j'entends le plus, qu'il y a cette recherche de l'autre frère, de l'autre sœur. Il y en a des personnes qui vont même parler d'âme, l'autre, son âme sœur quelque part. Oui, voilà. La Vénus est le régent ésotérique du Gémeaux. Oui, parce qu'elle nous confronte à l'égalité, en fait, que représente aussi, que recherche le Gémeaux. Le Gémeaux recherche cette égalité en voulant aller chercher l'autre qu'il n'est pas. Oui, donc c'est vrai que peut-être qu'il y a aussi cette recherche du féminin ou du masculin qui nous manque aussi, dans les termes de animus et anima, si on allait dans ce sens-là. Peut-être que ce Mars rétrograde, il vient aussi nous parler de ça. Alors, ça serait intéressant peut-être aussi de dire d'aller regarder dans vos thèmes si vous avez un Mars rétrograde de naissance ou pas. Parce qu'il y a aussi cette idée, et je peux confirmer en partie, parce que moi j'ai un Mars rétrograde de naissance, que souvent quand on est dans une période de Mars rétrograde et sont là de naissance, on se sent un peu on peut souffler un petit peu. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que là, au moment où on est en train d'enregistrer cet épisode, on est le 31 octobre, et la semaine dernière, avant que Mars devienne rétrograde, je ressentais vraiment la pression de Mars, puisqu'il n'est pas loin de ma Lune, en Gémeaux. Mais là, depuis que Mars est entré dans sa rétrogradation, j'ai le sentiment que petit à petit, ça commence à reprendre sa place. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi. Si vous avez un Mars rétrograde, peut-être c'est une période où vous allez vous sentir que vous allez avancer un peu plus, en tout cas être en accord avec le mouvement de Mars. Et si vous ne l'avez pas en rétrogradation, peut-être que là, par contre, vous allez ressentir plus de frustration ou d'empêchement dans les avancements attendus. Qu'est-ce que tu en penses de ça par rapport à... Oui, je suis d'accord avec toi parce que je ressens la même chose pour Mercure rétrograde, que j'ai aussi rétrograde de naissance. Voilà. Mais est-ce que tu serais aussi... est-ce qu'on pourrait étendre ça aussi aux personnes qui ont un peu un Mars affligé? Oui. Je pense à moi, Mars Chiron, ou tu vois, des choses comme ça, où finalement... Mars de Cancer. Mars en
Cancer ou Mars en Taureau, Mars féminin, tu vois, qui serait en chute ou en exil, où finalement, comme on a déjà cette blessure un peu de la difficulté à se mettre en mouvement ou à trancher pour nous ou à prendre des décisions, bah, quelque part, moi, je sens le fait qu'il soit rétrograde, on se dit, ah bah, on va prendre le temps. Et comme si finalement, ça s'adapte plus à cette énergie où on peut respecter un mouvement peut-être plus lent, là où d'habitude, il est toujours actif. Et quelque part, bah, ça peut aussi donner l'occasion d'apprivoiser cette énergie différemment, parce qu'on est quand même dans une société très martienne, hein, très basée sur un Mars de l'action, du résultat, de toujours plus loin, de toujours avant, enfin je trouve, hein, on est quand même dans cette énergie-là. Oui. Donc en fait, c'est pour ça aussi que Mars rétrograde n'est pas confortable vis-à-vis des critères de la société. Bien sûr. Parce que l'idée aussi... Même Oui, c'est l'idée aussi que toutes les planètes rétrogrades, en fait, quand elles deviennent rétrogrades, elles vont vers l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'elles vont vers le féminin, vers cette énergie-là du féminin. Donc, forcément, entrer en relation avec ce Mars rétrograde, ça implique aussi comprendre que l'action, elle est motivée par des cycles. Elle est cyclique avec ce Mars rétrograde. Alors que d'habitude, l'idée de Mars, c'est que c'est une énergie linéaire. On commence et on va, voilà. Donc, il y a peut-être, voilà, pour des personnes qui ont, comme tu dis, soit Mars rétrograde ou alors, voilà, Mars en chute ou en exil ou d'autres Mars qui sont un peu affligés, qui peuvent peut-être avoir ce sentiment d'avancer. Ça ne veut pas dire forcément réussir quelque chose ou ancrer définitivement quelque chose, mais ça peut vouloir dire le sentiment qu'on comprend quelque chose que peut-être auparavant on ne comprenait pas. Il peut y avoir ce sentiment-là aussi. Oui, parce que quelque part, les anciens, ils n'aimaient pas les rétrogradations, mais souvent, je me fais ces réflexions. Je ne sais pas ce que tu en pensais. Je me disais, oui, en astrologie hellénistique, on n'aimait pas forcément Mars rétrograde parce que quelque part, il n'avait pas son plein potentiel pour agir. Hein, donc, il était moins efficace. Mais je me dis aussi, avec tout la découverte ces derniers temps, du travail intérieur, du travail des profondeurs, est-ce que finalement, ces notions d'astrologie ancienne ne peuvent pas faire un pont avec la modernité, où on a compris l'importance du travail intérieur, hein, parce qu'il y avait certaines planètes ou certaines maisons ou certaines configurations astrales qui n'étaient pas aimées, entre guillemets, en hellénistique, mais tout simplement parce qu'elles ne favorisaient pas le succès, les honneurs. De la manière que la société comprend les honneurs et la réussite, quoi, en fait. Oui. Alors que ce n'est pas toujours pareil pour tout le monde. Surtout, imagine, je pense qu'un astrologue de cette époque, s'il aurait vu mon Mars de Cancer en rétrogradation, autant dire... moi, Mars Taureau conjoint à la Lune. Oui, voilà. Mais c'est... Ouais, mais c'est intéressant de voir cette période-là maintenant jusqu'en janvier. Et puis aussi le fait que Mars en Gémeaux, oui, il peut y avoir de la dispersion, de l'éparpillement, on va dans tous les sens, on veut tout, on a beaucoup d'envie. Hein, Mars représente aussi l'envie. Alors en Gémeaux, oh là, on veut... Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au début, donc la rétrogradation vient de commencer, Jupiter vient de rentrer en Poisson. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Jupiter se met au carré de Mars. Donc, ce qui remet encore plus de pression dans ses envies aussi, hein, parce que Jupiter carré Mars, il faut dire que c'est une énergie qui est très forte, qui cherche vraiment à mettre quelque chose en mouvement de manière guidée par la volonté. Mais est-ce que c'est possible toujours? Il ne faut pas oublier que Neptune est juste à côté aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui. Et puis, tu sais, j'écoutais, c'était Chris Brennan qui parlait, tu sais, des planètes qui étaient à gauche, des planètes qui étaient à droite pour déterminer si les aspects sont overcoming ou overcome. Et là, je crois que si on place Mars là, c'est Jupiter qui est en carré à Mars. Donc, c'est Jupiter qui overcome Mars. Ce qui est mieux d'ailleurs. Par rapport, c'est beaucoup plus. Il montrait des exemples, tu sais, dans la tradition, si c'était Mars comme Jupiter, c'était pas du tout le même résultat. Mais c'est vrai, hein, Jupiter qui est en Poisson, pas loin de Neptune aussi en Poisson, ça peut être aussi l'inflation de rêves, de bulles spéculatives aussi. Hein. Oui, ça. Et je pense que ça peut être aussi des discours qu'on se raconte pour justifier nos rêves, tu sais. Et je pense qu'on va être obligé de les percer. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu sais, on va être obligé de crever la bulle. Oui,
c'est drôle que tu utilises ça parce que j'avais utilisé ça pour cette idée de la bulle de savon pour les cycles pour les aspects de Jupiter, je l'avais utilisé dans un article. Et, et c'est vrai que c'est parce qu'on a cette vision large, grande, optimiste. Et puis après, Mars, il arrive avec sa flèche peut-être aussi, hein, quelque part, parce que c'est un Mars c'est vrai. qui peut défendre, voilà, avec son arme, quelle qu'elle soit. Et ici, ça sera dans le signe du Gémeaux. Donc, les mots peuvent peut-être dégonfler cette bulle quelque part, parce que peut-être il y aura des noms. Un peu comme une rhétorique où quelqu'un te viendrait avec un Jupiter en poisson dans un délire, et puis tu aurais un Mars un peu piquant qui viendrait justement te prouver par A plus B que ton délire n'est complètement pas pragmatique, rationnel, ancré dans une réalité. Par contre, ça peut être aussi l'occasion d'articuler si on arrive, je trouve, à réunir cette tension en nous. Il peut vraiment y avoir une exigence, non seulement d'écrire nos projets, mais aussi de commencer dans cette période de Mars rétrograde à semer ses graines, à se mettre en mouvement, tu vois, à poser des actes beaucoup plus concrets, ou à aller faire ses démarches avec telle personne, à aller, je trouve, le passer un peu, surtout qu'il y aura quand même un trigone de Saturne aussi à Mars. Donc il y a quelque chose oui, c'est ça, hein, il y a le trigone de Saturne. Ils se rencontrent. En tout cas, par signe, ils sont là. Le trigone à Saturne, là, dans pas longtemps, oui, bien sûr. Et ça fait un peu entre rêve et réalité, quoi. C'est ça, parce qu'il y a vraiment ce contexte entre tout ce qui se passe en Poisson, et on sait, un Poisson est toujours au carré des Gémeaux, puisque c'est la croix immutable. Et donc, il y a toujours cette idée entre les grands idéaux du Poisson, et puis qui doivent être un peu passés au raisonnement du Gémeaux, qui va quelque part amener un peu de raison dans tout ça. Et c'est comme si là, maintenant, puisqu'il va rétrograder, il est en rétrogradation, il va d'abord faire le carré à Neptune, et puis ensuite avoir le trigone de Saturne. Donc, c'est comme s'il y avait, ce passage entre qu'est-ce qui est vraiment possible et qu'est-ce qui ne l'est pas, où sont les limites. Mais comme c'est un trigone, ça peut être quelque chose de, non pas quelque chose d'abrupt, mais peut-être un nom, peut-être, qui peut être retourné, qui peut être envisagé, regardé autrement, puisque de toute façon, il va refaire de nouveau un autre trigone quand il repassera. Hein, ce n'est pas le dernier. Il refera de nouveau aussi un carré à Neptune, d'ailleurs, au mois de mars. Donc, c'est tout un passage. C'est d'abord ici l'idée d'expression de Mars en Gémeaux, mais ça me fait penser aussi, par exemple, je connais 2 personnes qui ont un Mars de Gémeaux et toutes les 2, elles fonctionnent de manière totalement différente. Il y en a une pour qui l'utilisation des mots est très importante et ça se voit dans sa façon de s'exprimer, et l'autre, elle n'a pas de mots et donc elle va dans l'action. C'est-à-dire que quand elle est piquée, quand il y a l'action lui sert de mots. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'être un peu acculé, de ne pas avoir de mots. Et donc là, elle part vraiment tout de suite dans une sorte d'agression qui peut aller jusqu'aux mains. Pardon. Donc c'est vrai que ce Mars en Gémeaux, il peut être, comme tu dis, celui qui va bien articuler, ou alors ça peut être aussi celui qui va se murer dans le silence, qui ne va pas être capable de dire, surtout qu'il y a ce carré à Neptune aussi. Ouais. Donc, ce sentiment de frustration de ne pas pouvoir dire les mots, de ne pas pouvoir expliquer exactement comment les choses se passent aussi. Il y a quelque chose de ça aussi, pas pouvoir communiquer ses envies, ses émotions, ses choix peut-être aussi. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, ouais. Que ce soit, l'action qui te serve de langage, en fait. Ah oui. Avec toutes les c'est un Mars en neuf, cette personnelle-là, mais en Gémeaux, oui. Non, mais je pense qu'il y a aussi cette invitation avec Mars en Gémeaux aussi. Ça peut être l'occasion d'aller mettre du mouvement là où on a du mal, même en nous, tu sais, dans des parties, comme tu disais. Ça m'a fait penser à ce que tu disais quand vraiment le Gémeaux cherchait cette âme sœur. Là, peut-être que la rétrogradation de Mars, c'est tiens, quelle partie de moi j'ai besoin d'aller récupérer, quelle partie de moi d'habitude je vis beaucoup à l'extérieur, où je suis fascinée, je ne sais pas, par des gens qui jouent de la musique. Ça peut être l'occasion de commencer à jouer de la musique. Je suis fascinée par les gens qui écrivent, de commencer à se mettre à écrire. Chercher des modèles de rôle quelque part un peu. Voilà, d'aller voir aussi... voilà, et puis n'oublions pas que Mars, il veut toujours servir le Soleil. Donc c'est aussi
qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie qui élargit le sentiment d'identité ou la personne que je suis. Comment aussi je peux peut-être oser nommer certaines choses que je n'osais pas nommer de moi-même différemment. Oui. Mais bon, on aura la réponse en janvier. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que autre chose peut-être aussi avec Mars, c'est que comme Mars représente l'idée de séparation, de division, de rupture, alors que Vénus, c'est l'union. Hein. Donc, pensez à ça aussi. C'est vrai que le temps que Mars va rester en rétrogradation, et puis dans le signe du Gémeaux, ça sera comme on disait, jusqu'au mois de mars prochain. Donc, c'est encore pas mal de temps. Donc, il peut y avoir ce sentiment ou des ruptures, des séparations qui se font, soit dans des relations, mais ça peut être aussi se séparer de quelque chose qui ne nous convient plus. Hein. Ça peut être dans tout autre domaine, ça peut être le travail, des amitiés, ça peut être beaucoup de choses. Se séparer aussi peut-être de projets ou de sujets ou voilà, de choses comme ça de cette manière qui peuvent être aussi des ouvertures après pour quelque chose de nouveau, certainement. Saison du Scorpion, mourir pour renaître, régénération. Oui, faire de la place. Et d'ailleurs, donc ça nous amène on passe à l'éclipse. Voilà, à l'éclipse qui pleine lune, éclipse lunaire dans le signe du Taureau. Donc on a dit le 8 novembre. Le 8 novembre. À midi en France. À midi en France. Et c'est à 16 degrés, donc du Taureau. Ouais. Oups. Une lune en exaltation. Conjoint à Uranus, oui. Une lune en exaltation, ce qui est différent de ce qu'on a vu le mois dernier, alors qu'elle était en Scorpion, avec Vénus qui était en exil. Et donc là, par contre, la son lune... régent est toujours en exil. Voilà. Vénus est toujours en Scorpion, et en face d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Je crois qu'elle a 13 ou je ne sais plus, un peu plus peut-être, ou 18. Donc lune conjoint Uranus au carré de Saturne, forcément, même si c'est un carré un peu plus large, puisque maintenant le carré n'est plus exact, mais il est toujours là. Et de toute façon, toutes les planètes personnelles qui sont en train de passer en Scorpion, Vénus, Soleil, Mercure, sont en train de faire justement la même chose, c'est-à-dire une conjonction avec le nœud sud, avec une opposition à Uranus et un carré à Saturne. Oui. Donc, ce qu'on pourrait dire peut-être, c'est que cette lune apporte un sentiment de quelque chose de soudain avec Uranus, quelque chose qui forcément peut-être... quelque chose que peut-être ce Mars, et ce qu'on parlait de l'idée de séparation et de rupture, c'est peut-être lié quelque part. Faut pas... Oui, c'est vrai que la Lune, donc le régent de cette Lune, c'est Vénus, qui, elle, est dans le signe du Scorpion, qui, elle-même, est gouvernée par Mars en Gémeaux. Donc, tout nous renvoie vers Mars. Et puis qui viendra de faire le jeudi une opposition à Uranus, et le lundi, donc la veille, le carré à Saturne. Ouais. Et tout nous renvoie vers Mars, c'est dingue, hein. C'est quand même un mois. Bah oui, puisque Mars est le régent... Donc, sympathique. Hein. Et puis le Gémeaux et le Scorpion sont en quinconce, donc en plus, ils ont du mal à se voir en termes d'aspect. Donc, c'est aussi un blind spot, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une difficulté aussi à relier ou à agir, justement. Oui, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'après, quand ce sera la nouvelle lune, après dans le mois, elle sera en Sagittaire, on change d'ambiance. Ça aussi, c'est... Et donc peut-être, et là, il y aura une vision, c'est-à-dire que la Lune, elle sera en face. Ben oui, elle sera en face de Mars à ce moment-là. Donc, et voilà, et Vénus en Sagittaire, tout à fait. Donc forcément, il y aura une autre... Donc c'est vraiment ça, c'est ces blind spots là maintenant, pendant cette pleine Lune qui peut être assez explosive, on va dire, hein, en termes d'émotion, et puis peut-être plus, mais en tout cas, émotionnel, c'est sûr. Même si, bon, une lune, elle est quand même en Taureau. Est-ce que c'est une explosion intérieure, une implosion des émotions qui n'arrivent pas à être exprimées, peut-être? Le Soleil, c'est une éclipse lunaire. Donc, le Soleil éclipse la Lune. Oui. Éclipse lunaire, souvent, on parle beaucoup des fins par rapport aux éclipses lunaires. Oui, c'est des fins, ouais. Bah oui, parce qu'il y a quelque chose où finalement, c'est la conscience solaire qui
nous permet aussi de dévorer le dragon, enfin, justement au niveau des nœuds, Au niveau des nœuds. de couper avec ces mécanismes inconscients. Donc même si ça fait mal, parce que mais je trouve que ça nous permet aussi de sortir peut-être de la répétition avec Uranus. Hein, là où on vient depuis des années avec cette croix fixe, il y a cette idée on a l'impression que c'est soudain avec Uranus, tu sais que c'est la maison de Dieu, mais en fait peut-être que c'est vraiment préparé en fait. Bien sûr, c'est quelque chose qui est là depuis déjà pas mal de temps. C'est la dernière pierre qu'on doit enlever, c'est le dernier attachement qu'on doit déraciner, parce que Uranus, c'était en astrologie évolutive, c'est aussi les mémoires traumatiques. Donc il y a aussi, ça fait aussi penser à la Terre et comment on gère les ressources. Moi, ça me fait beaucoup penser actuellement. Tu sais, vraiment cet axe entre peut-être le délire de nouvelles solutions, la réalité de Saturne. Ce sera peut-être l'occasion de voir réellement ce qui peut fonctionner à Terre, mais réellement ce qui était tout simplement un feu de paille ou quelque chose pour nous faire croire que oui, que non, tu sais. Oui, et puis, donc, cette lune, elle est conjointe au nœud nord. Les anciens, ils parlaient beaucoup du nœud nord comme étant un lieu de trop, un lieu d'excès aussi. Bah oui, oui, parce que le démon qui était là, il faisait aussi Ubris. Hein. Je me rappelle jamais si c'est Ratou ou Ketu. Moi non plus, j'arrive jamais, je confonds toujours les noms. Mais il y a cette idée de trop, et de matériel aussi, alors que le nœud sud, lui, parle beaucoup plus de la vie spirituelle, de la purification, de la régénération aussi, mais voilà, de ce côté plus immatériel. Alors que le nœud nord, c'est vraiment quelque chose qui est réel, on va dire, qu'on le voit, qui est là, qui peut être assez présente. Non, mais ça me faisait penser tu sais, aussi à Lune, Uranus, Taureau, avec Uranus étant Prométhée, un peu aussi de faire le bilan par rapport à tous nos excès pour accumuler par rapport au progrès qui était en fait juste pour nous rassurer tous dans nos petites lunes, quoi. Tous nous rassurer dans nos sécurités confortables, d'accumuler du matériel ou de faire des réserves parce que tout simplement dans le Taureau, on est rassuré par ce qu'on a. Et des fois, on a trop pour se rassurer. Bien sûr. Quelque part, il y a cette idée, puisque nous sommes encore aussi dans la saison du Scorpion, qu'il y a quelque chose à perdre, qu'il y a des deuils, qu'il y a des destructions, et peut-être c'est ça, c'est cette compréhension que s'attacher trop à la technologie pour nous sauver, voilà, est-ce que c'est vraiment quelque chose de valable? Qu'est-ce qu'on va perdre aussi en faisant ça? Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que tout est en train de changer dans plusieurs domaines, et donc on est en train de perdre aussi des savoirs, et ça c'est intéressant parce que ça me fait penser à Mars rétrograde en Gémeaux, s'attaquer à des savoirs, s'attaquer à des connaissances qui ont toujours été là et qui peut-être nous sommes en train de perdre. Ça aussi c'est quelque chose de... ça me parle, ça, beaucoup en lien avec cette lune et avec tout ce qui est aussi Mars. les pertes de beaucoup de métiers manuels, de beaucoup de métiers Gémeaux. de beaucoup tout à fait. Oui, parce que Gémeaux gouverne de quelque chose de pratique aussi, tu sais, d'une sorte de savoir-faire des choses dans notre environnement proche, avec une société très conceptuelle en fait, mais qui finalement a perdu un peu d'intelligence pratique. Mais oui, ça. puisqu'on a gardé... Du jour au jour, dia à dia, comment tu dis, du jour au jour, du jour au jour, le jour. Voilà. Est-ce que tu voulais... Et après, au niveau... au niveau individuel aussi, ça me fait penser, cette pleine lune, comment on travaille aussi nos attachements, tu vois. Ah oui. Qu'est-ce qui était basé sur, comme ce que je dis, pareil pour les ressources, un attachement vraiment lunaire. Et en face, il y a Vénus qui désire, elle. Donc, il y a aussi cette opposition entre la Lune et Vénus, entre nos relations qui sont juste un confort lunaire où on reproduit quelque chose qui nous sécurise, alors que je pense que l'évolution justement du taureau, en tout cas c'est ce que dit Jeff Green, donc avec le nœud nord Uranus, le lieu où on évolue en taureau, on trouve une forme d'autonomie. Donc autonomie justement qu'on disait pour voir de nos ressources, mais aussi autonomie affective. Et je me dis, c'est l'autonomie affective du taureau qui permet de vivre l'intensité de la rencontre d'une Vénus en Scorpion. Pourquoi? Parce qu'on peut accepter de se dépouiller, on peut accepter, comme disait Jung, tu sais, de se transformer dans la friction à l'autre, parce qu'on sait qu'après, on sait se soutenir. Donc, on ne risque pas cette perte du Scorpion où on se perd dans l'autre. Mais c'est tout l'enjeu, c'est que cette polarisation, elle peut nous mettre trop dans la Lune et trop dans nos besoins, ou alors trop Vénus Scorpion, et là, on est vraiment
possédés par nos désirs. Donc, quelque part, il peut y avoir une polarisation comme ça qui soit plus forte. Étant donné qu'Uranus est de l'autre côté, à côté de la Lune, oui, il peut y avoir ces sentiments que tout est besoin, alors que tout n'est pas besoin. Oui, on passe au coup de cœur, c'est ça? Alors, moi, ce sera un livre un peu de saison, on va dire, comme ça. Ça s'appelle... Je crois qu'on a pris toutes les deux. Ça s'appelle Sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk. C'est une écrivaine polonaise qui a gagné le prix Nobel de la paix. De la littérature. Qui a gagné le prix Nobel de littérature, bien sûr. Et j'adore ce livre parce que, alors, je ne suis pas vraiment roman, mais je vous donne juste une petite description ici. Ce livre, il commence comme ça. Enfin, l'histoire, c'est ça. Janina vit seule dans un hameau au cœur des Sudètes. Ingénieure à la retraite, elle se passionne pour la nature, l'astrologie et l'œuvre de William Blake. Et en fait, l'idée, c'est que... si on parle de Mars en tant que héros, Janina, c'est mon héros maintenant. Franchement, j'adore parce qu'elle va mener une sorte d'enquête. Il va y avoir des personnes qui vont mourir, qui vont être tuées, on ne sait pas par qui. Et ce n'est pas une enquête policière comme on a l'habitude, ça n'a absolument rien à voir. Elle mélange de l'astrologie et c'est bien écrit, bien dit, parce que Olga Tokarczuk, donc l'écrivaine polonaise, elle était, avant d'être écrivain, elle était psychothérapeute ou psychanalyste. En tout cas, elle aime beaucoup l'œuvre de Jung. Et ça se ressent dans ce qu'elle écrit. D'ailleurs, maintenant, je suis en train de lire l'autre livre qui s'appelle Dieu, le temps, les hommes et les anges. Et ça parle aussi de mort et de vie et voilà, tout ça. Donc, Olga Tokarczuk. Et toi? Pour moi, c'est un livre qui s'appelle aussi L'art de l'occulte. Oui. C'est un livre, un livre visuel. Hein. Et j'aime bien parce qu'il y a à la fois, je pense que tu reconnais la couverture de Ilma Klimt. Ilma Klimt. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a à la fois le modèle, en fait. Hein. J'ai découvert, il y a, je ne sais plus, attends, je vais dire, mais il y a vraiment des gravures d'alchimie, hein, comme celle-là que beaucoup on connaît, et à la fois aussi des choses plus modernes de comment on appréhende aussi l'occulte, en fait. J'aime beaucoup d'ailleurs cet article. Jake Badley, il a fait sur tous les signes du zodiaque. Je ne sais pas si vous avez vu, je trouve que ces représentations des signes sont magnifiques. J'avais utilisé celui-là, c'est la balance, non? Je crois, celui-là, c'est... Ouais. Je l'avais utilisé dans un article. Oui, c'est Libra. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, là, il y en a un, par exemple, sur le Gémeaux, tu vois, aussi, qui est un peu différent. Donc voilà, je trouve... Moi, j'aime bien parce que l'image... Oui, mon image est un peu pixelisée. Voilà. Donc, c'est... Après, bon, il n'y a pas beaucoup de textes. Hein. C'est vraiment c'est ce qu'on peut reprocher à ce livre, mais c'est une bonne introduction. Par rapport au... Voilà, par rapport au livre de Taschen, par exemple, moi j'ai Witchcraft, j'aimerais aussi voir celui sur l'astrologie. Le tarot. De Taschen, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Le tarot, ils sont beaucoup plus sourcés au niveau des écrits. Oui. Mais celui-là, il est très bien pour avoir comme ça un inventaire de images et puis aller chercher plus loin et aller approfondir des tableaux qui sont plus importants, qu'on aime plus et tout ça. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. Très bien. Est-ce que tu as des choses à proposer là en ce moment? Écoute, non, pas toujours les consultations. Bon, j'ai toujours pas mon site est down, Mars rétrograde. Site parce que ceux du site n'ont toujours pas livré à temps mon site. Hein, ça fait quand même plus d'1 an, donc sympathique. Mais bon, donc voilà. Donc si on mettra le lien pour prendre des séances, non, toutes les séances. J'ai fini aussi les webinaires et puis je prépare quelque chose avec quelqu'un aussi sur les archétypes féminins. Mais ça, je pense qu'on lancera ça. Donc c'est pas encore un cours sur les archétypes féminins accompagnés de rituels. Voilà. D'accord, très bien. Et toi? Moi, c'est pareil, consultation et puis toujours le cercle de ma newsletter qui est en train de grandir. On est de plus en plus en train d'échanger entre nous à notre rythme et par rapport aux articles qui sont proposés. Donc, c'est une belle expérience.
pareil, vous aurez des informations en bas ici dans la petite boîte d'informations. Voilà, nos liens, ils seront. Voilà. Oui, moi j'ai oublié, il y avait le cercle des Vestas aussi le jour de la pleine lune. Donc, voilà. La pleine lune là qui arrive le 8 novembre. Ouais, le 8 ouais, novembre. très bien. Ouais. Donc voilà. je te donnerai le lien, on pourra le mettre aussi. Voilà, il y a une guidance des étoiles et puis après on partage et je pense que c'est pas mal de se soutenir dans ces oui, c'est super. L'idée de partage et d'échanger et de se soutenir parce qu'on est tous en train de vivre ces cycles, astrologue ou non. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment super. Si vous avez aimé... Oh là là, on a des... Je suis désolée si vous nous entendez parler l'une sur l'autre, mais en fait, il y a un décalage à la fois voilà, audio et image. Excusez-nous pour ça. Bon, voilà. Si donc vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous laisser un like, de laisser un commentaire. Et puis, on se dit à très vite. Hein, Caroline? À bientôt. À bientôt. Ouais. Ciao, ciao. Au revoir.